plenty. Oh. Hop. Alors bonjour, je m'appelle Justine Valguergue, j'ai été dans le master Société et Culture Urbaine du XVIe au XXIe siècle précisément, et mon sujet de recherche était la représentation de l'ère médiévale au travers de la fantasy dans The Witcher. Donc mon corpus s'est principalement porté sur les jeux vidéo. Et sous la direction de qui? De Nicolas Patin, et en co-direction. Et surtout et en co-direction, Madame Killa, Roxane Killa. Qui est donc médiéviste. Qui est donc médiéviste. Et donc effectivement, ce qui est important sur un sujet comme ça, donc par rapport à The Witcher, aka le sorceleur, c'est de se dire, pour légitimer un sujet qui a l'air d'être de l'ordre de la culture populaire, quelles étaient vos sources de corpus pour étudier tout ça? Alors, je me suis donc principalement portée sur les 3 jeux vidéo, donc The Witcher premier, le second et bien sûr le troisième. Et ensuite, je me suis portée sur la saga de Sapkowski, donc la saga littéraire. Puis ensuite, je me suis appuyée sur les interviews de Sapkowski qu'il a données durant plusieurs années, à partir du moment où il a sorti la premier tome jusqu'à récemment avec la sortie de la série Netflix. Mais par contre, je me suis pas appuyée sur la série Netflix. J'avoue que je me souviens même plus pourquoi on n'avait pas intégré la série, parce qu'il y avait qu'une saison. Parce que c'était qu'une saison et qu'en plus c'était pas vraiment dans le cadre de mon sujet puisqu'elle est très américanisée, on va dire, et du coup ça ne rentre pas dans ce que je voulais montrer, c'est-à-dire l'influence polonaise, la culture, le folklore slave en fait, qu'on ressentait au travers des bouquins et notamment dans les jeux vidéo. Donc ça aurait été intéressant de comparer avec la série ainsi que les œuvres polonaises, puisque je précise que les jeux vidéo, ça a été créé par le studio CD Projekt en polonais, bref. Et ensuite, voilà, l'auteur qui est aussi polonais, Andrzej Sapkowski. Et tandis que la production Netflix, même s'ils ont consulté l'auteur, ils ont vraiment changé pas mal de choses dans les 2 œuvres. Et en plus, c'était bien trop américanisé. Et du coup, on s'éloignait du folklore polonais, même s'ils ont joué, mais ils n'étaient pas non plus... c'était juste de la décoration, on va dire. Et de ce point de vue-là, intégrer tous les livres de Sapkowski plus les jeux, est-ce qu'on parle d'intermédialité? Est-ce que c'est le multivers? Alors, il faut remettre un peu les choses dans son contexte. D'abord, les livres sont sortis à partir des années 90, grossièrement, pour ensuite se finir à la fin des années 90. Et ensuite, c'est les jeux vidéo qui ont décidé de reprendre l'œuvre pour en fait créer une suite alternative au livre. Donc, en gros, c'est... post-The Witcher, en fait, les jeux vidéo. Donc moi, c'était... Vu que les jeux vidéo, ils ont vraiment très bien adapté l'œuvre, qui ont très bien adapté l'esprit et le fond des livres, c'était totalement pertinent, en fait, de prendre en compte les jeux vidéo, sachant qu'en plus, les jeux vidéo ont eu une très forte influence pour populariser l'œuvre auprès d'un large public, puisque les gens ont connu d'abord les jeux vidéo et ensuite les bouquins, généralement. Et ensuite... c'était quand même cohérent de quand même étudier le noyau de l'œuvre vidéoludique, donc en étudiant les livres aussi. Voilà. Ok. Et de ce point de vue-là, donc c'est vrai que un des intérêts de votre recherche, c'était ce croisement très très précis entre les jeux et l'ensemble des livres. Parce que parfois, justement, dans cet univers multiplateforme, on se perd un peu dans quelle ligne narrative, etc., etc. Au cœur de votre recherche, il y avait une notion qui est importante, qui est le médiévalisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'était aussi pour ça qu'il y avait une co-direction avec une historienne spécialiste médiéviste et moi-même. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que le médiévalisme? Alors, le médiévalisme, c'est grossièrement, en gros, la représentation de l'ère médiévale à partir d'un point de vue contemporain, c'est-à-dire que d'un point de vue contemporain, en fait, on va avoir une idée précise de ce qu'est le Moyen-Âge. Et en gros, on va avoir des idées reçues sur cette période, comme par exemple le Moyen-Âge, c'était une époque sombre, sale, désignard ou autre. Tandis que non, en fait, sont juste une projection des idées contemporaines sur cette période-là, en fait, grossièrement. Et donc, effectivement, bon, ça vous l'aviez bien montré, des moments de relecture à l'époque moderne, au moment du romantisme, qui réinventent un peu l'ère médiévale à chaque fois. Et de ce point de vue-là, Sapkowski le fait, mais tout comme beaucoup d'éléments de fantaisie. Oui. Bon,
Là, on n'a pas le temps de s'apesantir sur voilà, sur la littérature de fantasy, mais c'est vrai que c'est important comme origine d'une nouvelle lecture du médiéval. Alors, ce master, donc un master d'histoire, un master de recherche, il a un corpus, il avait aussi des résultats. Aujourd'hui, avec un peu de distance, puisque vous avez soutenu en le 8 juin. juin 2022. C'est déjà, faut se souvenir de quelle année on est, depuis que ça fait à peu près un an. Ouais. Quels étaient vos résultats? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez réussi à prouver, à produire comme thèse dans ce master de recherche? Alors, donc plusieurs conclusions, mais le plus important, c'était la manière dont on se représente donc l'ère médiévale, qui est donc une époque on représente l'ère médiévale comme une époque, voilà, comme je disais, sombre, sale, où c'était plein d'ignorance, la chasse aux sorcières, ou ce genre d'aspect qui est très ancré et qui prend vraiment racine aujourd'hui dans certains médias, notamment dans les jeux vidéo, même dans les films ou même dans les bouquins. Donc moi, c'était juste pour montrer que Sapkowski et même les jeux vidéo voulaient seulement en fait dénoncer, entre guillemets, montrer, pointer du doigt que toutes les horreurs qu'on voit dans le Moyen-Âge n'est qu'une en fait inspiration de ce qui s'est passé durant l'époque contemporaine, notamment dans les guerres contemporaines par exemple. Ça se voit par rapport à la violence dans les guerres, et notamment dans les conséquences de ces guerres-là en fait, qui est vraiment très présente dans l'œuvre de The Witcher, jeux vidéo et les bouquins. Donc ça, c'était l'une de mes premières conclusions. Donc en gros, de pointer du doigt ce que font les mauvaises personnes durant l'époque contemporaine. Et enfin, ce qui était très important pour moi, c'était de montrer à quel point ces œuvres-là voulaient mettre en avant, voulaient quand même valoriser le folklore slave, la culture polonaise, qui s'était passée dans leur histoire, et notamment ce qui s'était passé durant l'époque moderne, qui est extraordinaire et riche en histoire et en événements, tout comme durant l'époque contemporaine. Et cela, on le retrouve en fait dans les bouquins et dans les jeux vidéo. Par exemple, dans l'extension de The Witcher 3, Heart of Stone, on voit énormément de folklore slave et notamment de la culture polonaise avec le personnage principal de cette extension qui est Von Everett, par exemple. Qui a en fait un habit très polonais durant l'époque moderne, etc. Donc ça, c'était aussi voilà, l'une de mes conclusions, mettre en avant cette culture polonaise, voire plus largement slave. Et enfin, qu'est-ce que j'ai eu comme... Je m'y perds. Là, c'est le problème. Oh mince, je me rappelle plus de mes résultats. Ben, un des enjeux, je trouve, de ce que vous avez pu prouver, c'est que, un peu comme ce qui se passe pour le Seigneur des Anneaux de Tolkien, les gens, comme vous l'avez dit, projettent non seulement sur le médiéval, mais projettent tout simplement en essayant de trouver du contemporain partout, en essayant de, on va le dire, ramener la vie de l'auteur dans la contemporanéité sur l'œuvre. Donc pour Tolkien, ça donne quoi? Ça donne le fait qu'il ait fait la Première Guerre mondiale et la Seconde, et que du coup on cherche dans les espèces et les races qu'il a pu inventer, les elfes, les nains, des genres de représentation de ce qu'était l'Europe contemporaine. C'est ça, oui. Chez Sapkowski, on a ce même problème, on a ces mêmes recherches en disant, dans The Witcher, on va trouver la Shoah, la destruction des Juifs polonais et d'Europe, les nazis, etc. Donc il y a plein de théories sur la place des nains, sur comment dire, les méchants du jeu, etc., etc. Et vous, je vous laisse évidemment conclure, enfin développer. Vous montrez qu'en fait c'est beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'en fait Sapkowski, dans les interviews que vous avez lues en langue polonaise et que vous avez travaillé, il dit pas j'ai voulu parler de la Pologne contemporaine. Il dit l'Empire romain m'a influencé. Donc si vous pouvez développer un peu là-dessus. Alors Sapkowski, déjà, il a voulu vraiment pas vraiment il n'a pas vraiment voulu faire un second Seigneur des Anneaux. Il s'est forcément inspiré peut-être de certains aspects des œuvres de Tolkien parce que bah, voilà, ça a été une source d'inspiration et même ça a influencé le genre de la fantasy. Mais effectivement, il a essayé de créer quand même son œuvre à lui en fait. Donc oui, il s'est inspiré donc de la fantasy de Tolkien et en plus il a été aussi influencé par les événements contemporains qu'il a plus ou moins subi, il a plus ou moins vécu vu que ça l'après-guerre a été un événement, une situation très particulière pour les gens de l'Europe de l'Est, même enfin, de l'Europe en général, voire du monde, bref.
Donc forcément, il s'en est inspiré, mais il n'a pas voulu non plus trop dénoncer. Il voulait seulement créer de l'histoire, en fait, une histoire qui pourrait recontextualiser dans un cadre de fantasy. Voilà, imaginer comment ces personnages à lui pouvaient vivre ce genre d'événements aussi. Mais après, il ne s'est pas non plus trop concentré sur les guerres contemporaines, puisqu'il s'est inspiré aussi de d'autres éléments, où en fait, il a créé, on va dire, une sorte de patchwork, en fait, pour créer tout l'univers et tous les événements qui en ressortent dans l'œuvre de The Witcher. Et ça a été la même chose pour les jeux vidéo, notamment. Donc, en gros, ces œuvres-là, tout dépend donc si on se concentre sur les jeux vidéo ou sur les bouquins, mais en tout cas, du côté de Sapkowski, il n'a pas voulu trop dénoncer, notamment sur le féminisme, par exemple, la situation de la femme, etc. Il a juste voulu mettre en avant des histoires, mettre en avant des situations pour en fait créer une histoire où les personnages pouvaient grandir et évoluer. Et pour les jeux vidéo, tout dépend de quel jeu, mais dans le troisième, on peut effectivement voir s'il dénonce ou non. Mais voilà, encore une fois, ça brasse énormément de thèmes, énormément d'événements historiques, et ça ne se concentre pas non plus exclusivement sur l'époque contemporaine. L'époque contemporaine, effectivement, est très présente dans les 2 œuvres parce que seulement ça a été voilà, des événements très importants et marquants. Là, c'est sûr que bon, par rapport au jeu, moi je me souviens typiquement pour The Witcher 3, Wild Hunt, la reconstitution des grandes villes où on retrouve des éléments de la ville de Danzig, qui sont des éléments architecturaux de la Pologne, etc. Mais c'est vrai que un des intérêts de votre recherche, c'était de montrer que voilà, il n'y a pas que ça, et il n'y a pas que il y a pas que le contemporain, pardon. Il y a l'ensemble d'une œuvre littéraire qui s'abreuve aussi bien à la dark fantasy, à la littérature polonaise type Stanislas Lem, etc. Et qu'en fait, en essayant de faire rentrer ces œuvres-là dans le pur débat, est-ce que ça représente la Pologne d'aujourd'hui, ça marche moins bien. Et c'est vrai que on ressent même plutôt dans les livres, mais quelque chose que moi de beaucoup plus contemporain justement, c'est cette espèce d'humour propre aux dictatures soviétiques, où l'humour est un outil pour jouer, enfin pour gagner un peu de marge de manœuvre dans la dictature. Et ça, c'est vrai que les textes de Sapkowski sont très imprégnés de cet humour-là, un peu grinçant. On le ressent pas mal, quoi. Ouais, ouais. Bah effectivement, quand on lit les bouquins, on voit que c'est vraiment un pince sans rire, en fait, le genre d'humour qu'on retrouve dans les bouquins, mais aussi dans les jeux vidéo, qui n'est pas forcément marquant pour les Européens de l'Ouest ou même voilà, au-delà des frontières polonaises, bref. Mais ce qui est encore plus marquant, c'est aussi dans l'écriture polonaise, en fait, dans la langue polonaise. Il y a un humour qui est propre qu'à la langue en fait, qui peut être difficile à traduire, mais aussi dans l'utilisation de la langue. Par exemple, il y a des mots et des termes et la syntaxe qui est aussi propre à l'époque polonaise, mais de l'époque moderne en fait, pour voilà mettre en avant encore une fois cette culture, cette partie de l'histoire qui était très importante pour eux durant cette époque-là, donc l'époque moderne. Et donc effectivement, tout en fait transpire, on va dire, la Pologne en fait, tout simplement. Et c'est d'autant plus intéressant qu'une œuvre de cette partie-là de l'Europe ait un certain succès en fait dans le monde. En fait. Bien sûr. Et je me souviens dans votre travail, vous aviez dit que le président polonais avait offert le jeu à Barack Obama, c'est ça? C'est un politicien, je crois que c'est un ministre qui effectivement, lors d'une visite diplomatique, Obama a reçu le The Witcher 2 en fait en tant que cadeau, puisque ça a été un énorme succès à l'époque de sa sortie. Je sais pas s'il y a Il joué. fait partie des pires cadeaux diplomatiques qu'Obama ait reçus dans sa vie. Mais effectivement, par rapport à ce que vous dites sur ce lien avec la Pologne, on retrouve pas le même genre d'instrumentalisation politique qu'on a par exemple avec Kingdom Come Deliverance, où là il y avait vraiment, dont on va parler avec Jocelyn Loritano dans une autre vidéo, mais où là il y avait vraiment une sorte de projet autour de la slavité qui était un peu problématique. On sent que dans The Witcher c'est peut-être quand même moins fort. C'est peut-être moins fort. Ils veulent seulement mettre en avant la culture et le folklore, encore une fois. Par exemple, toutes les créatures, les monstres ou autres, c'est vraiment quelque chose qu'ils voulaient mettre en avant, puisque on parle énormément des monstres qui sont très présents, notamment, je sais pas, le loup-garou, par exemple, qui est
qui est un monstre qui est assez populaire dans tous les esprits dans le monde. Mais par exemple, on a aussi des monstres qui sont très propres au monde polonais, au folklore slave, notamment, je n'ai plus le nom. Les striges. Les Stritch, voilà, exactement, qui voilà une figure, enfin je veux dire un monstre très populaire dans la culture populaire et même encore aujourd'hui. Et pour conclure, une question plus sur votre parcours. Vous avez décidé ensuite d'émigrer à Skellige. Peut-être, si je trouve du travail. Qu'est-ce que vous avez fait par la suite? Donc un Erasmus. Du coup, ben, j'ai fini, on va dire, oui, mon mémoire en fait à Oslo. Donc dans le cadre d'un Erasmus, pour ensuite rebondir sur un autre master donc sur Paris en histoire publique, où là voilà, c'est un master beaucoup plus professionnalisant où j'espère pouvoir travailler dans le domaine de la culture qui pourrait peut-être utiliser le monde digital pour mettre en avant des sites de la culture, des sites du patrimoine ou bien des musées, des collections, etc. Ok. Voilà. Croisons les doigts. Ben, bonne continuation et merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous.